Mesdames et messieurs, bienvenue bien sûr à votre émission Face B de l'Occident. L'émission qui est conçue notamment pour vous montrer la vraie face des Occidentaux en réalité. Parce que autrefois on nous a dit que l'Occident était un paradis sur terre. L'Occident, il y avait des immeubles, qu'il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas d'insécurité. Et c'est toujours les premiers à venir sauver les autres. Donc en réalité, on ne pouvait pas se dire qu'en réalité qu'il y avait la misère en Occident, mais après un bon bout de temps, grâce à l'émission Face B, bien sûr sur la chaîne de la révolution, la chaîne de l'éveil de conscience et la chaîne qui enseigne toutes les chaînes, bien sûr, vous voir mon télévision, et la seule émission Face B de l'Occident qui nous démontre qu'en réalité, l'Occident est l'enfer sur terre. Merci beaucoup, bien sûr, on va dire pour l'émission. Le continuateur de l'œuvre de Walongo Fumukimbangu et président de tous les Ngunza dans la religion africaine, Vuvamu. Merci beaucoup et bienvenue, bien sûr, mesdames et messieurs, à votre numéro de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr vous parler de plusieurs sujets, mais toujours lien avec les réalités cachées de l'Occident. Mesdames et messieurs, bien sûr, bienvenue à tous nos téléspectateurs. Sur Internet, Vuvamu TV, n'hésitez pas à nous écrire sur Vuvamu Télévision. Regardez juste le numéro qui est juste en bas de votre écran et n'hésitez pas à nous écrire et à envoyer vos messages pour vos encouragements et pour vos critiques, parce que nous sommes là pour tout. Et pour vos questions, pour vous répondre à toutes vos questions, n'hésitez vraiment pas à poser des questions à travers les numéros qui sont juste affichés en bas de votre écran. Mesdames et messieurs, bien sûr, comme d'habitude, nous allons directement plonger dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons d'abord parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Tout le monde a entendu parler de Jeffrey Epstein. Et beaucoup de gens me posaient la question, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de l'affaire? Parce que c'est une affaire qui parle d'énormément de problèmes et qui explique énormément de problèmes qu'en réalité, le monde souffre. En réalité, nous sommes dirigés par des malades mentaux, des gens qui ne respectent ni la nature, qui ne respectent ni la vie humaine. Parce qu'à travers le dossier Jeffrey Epstein, en réalité, c'est un pédocriminel qui a été arrêté, mais qui s'est suicidé en 2019 parce que il y avait trop de problèmes, il devait absolument tout lâcher. Et bien sûr, pendant son audition et pendant qu'il était jugé, avant de se suicider, Jeffrey Epstein a livré tous les secrets avec tous les hommes d'affaires et tous les hommes politiques occidentaux avec qui il faisait toutes ses affaires. Mesdames et messieurs, c'est triste de savoir qu'en réalité, on a affaire à des malades mentaux. Parce qu'en réalité, pour être aussi criminel que ces dirigeants, en réalité, il ne faut rien entendre de tous ces dirigeants que vous voyez. Et je me suis même posé la question, comment se fait-il qu'un être humain qui a un agenda aussi chargé, qui a une carte de visite et une carnet d'adresse, mais vous ne pouvez pas imaginer, Jeffrey Epstein est allé même voir le prince Andrew d'Angleterre. Vous imaginez. Donc il avait des contacts que des hommes d'affaires et que des politiciens et que des patrons et des patrons, des millionnaires et des milliardaires. On nous vante comme si c'est des gens assez humains. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir avec vous le dossier Epstein et puis nous allons revenir juste pour quelques commentaires et puis passer à un autre dossier. Place à la régie pour nous mettre l'élément.
5 ans et demi après sa mort en prison, le pédocriminel Jeffrey Epstein continue de défrayer la chronique dans le monde. Le ministère américain de la Justice des États-Unis a publié 3 millions de pages dans lesquelles apparaissent de nombreuses personnalités, notamment en Europe, comme nous le précise Sophie Goldstein. Le temps des sourires. C'était il y a 1 an, le Premier ministre britannique en visite aux États-Unis, tout naturellement guidé par l'ambassadeur britannique Peter Mandelson. Depuis, l'affaire Epstein qui empoisonne Donald Trump, mais aussi l'immense réseau du milliardaire pédocriminel dont fait partie Mandelson, figure du Parti travailliste britannique. Limogé de son prestigieux poste en septembre dernier après avoir tenté des excuses aux victimes, Peter Mandelson démissionne aujourd'hui du parti. Ne pas causer d'embarras plus grand, dit-il, alors que la coupe est pleine à Downing Street, qui a demandé son retrait de la Chambre des Lords. L'ex-ministre a donné des conseils financiers à Epstein, révèlent les documents publiés par le département américain de la justice. 75 000 $ virés en sa faveur. De quoi inquiéter Bruxelles, qui annonce une enquête sur les agissements de celui qui a également été commissaire européen. Pour l'ancien prince Andrew, frère du roi Charles, la descente aux enfers semble sans fond. Déchu de ses titres royaux en raison de ses liens avec Epstein, il fait à nouveau la une de la presse britannique, nouvelle photo publiée, alors qu'il est accusé par une deuxième femme, disant avoir été envoyé pour des relations sexuelles avec lui. Un peu partout en Europe, des liens d'une amitié encombrante sont dévoilés avec le délinquant sexuel mort en 2019. En Norvège, la princesse héritière Mette-Marit lui a vanté les femmes scandinaves. Son nom apparaît au moins 1 millier de fois dans les fichiers, selon la presse norvégienne. En Slovaquie, l'ancien ministre des Affaires étrangères, conseiller du Premier ministre, s'est vu proposer des femmes par Epstein. Démission acceptée, annonce Robert Fico. En France, Jack Lang, aux côtés de Jeffrey Epstein, tout sourire, vidéo non datée venue elle aussi d'outre-Atlantique. L'ancien ministre de la Culture, président de l'Institut du monde arabe, dit assumer pleinement ses relations passées. Il assure avoir ignoré les crimes de son ami américain. Pas de commentaires sur les liens financiers dévoilés entre Epstein et la famille Lang, une transaction immobilière offshore au Maroc, une société fondée dans un paradis fiscal. Carole Lang, sa fille aînée, a elle démissionné de son poste dans la production cinéma. Donc voilà, merci beaucoup, vous avez bien compris. Il y a des gens à l'intérieur. Et c'est encore le début. C'est encore le début. Il y a eu des trafics d'humains. Il y a eu des pots de vin. Il a offert de mineurs aux dirigeants de l'Occident pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et ils ont fait des soirées avec... Il y a même le nom de l'actuel président des États-Unis qui est largement cité, à tout moment cité. Et c'est même... un des dossiers qui est en train de le menacer. Parce qu'en réalité, Jeffrey Epstein a dit qu'ils ont organisé, il y a même des photos, il y a même des vidéos, où ils sont ensemble avec Jeffrey Epstein. Donc, le président américain aussi a un problème de ce côté-là. Donc, dans les jours à venir, nous allons rentrer dans le plus profond du dossier pour pouvoir vous donner les gens qui ont commis des crimes au niveau de ce dossier avec Jeffrey Epstein, qui est un pédocriminel qui a énormément travaillé partout dans le monde. Il avait des contacts partout dans le monde. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième dossier d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr vous parler de tentative d'assassinat du président américain. Nous sommes toujours aux États-Unis. Aujourd'hui, tous ces derniers temps, nous n'allons pas nous déplacer des États-Unis parce qu'en réalité, c'est le pays qui est en train de foutre un peu la merde un peu partout dans le monde en se disant que c'est le pays le plus puissant, le pays le plus... Mais il y a eu une tentative d'assassinat. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que un homme aussi armé a pu pénétrer jusque dans le cercle où le président avait un dîner avec des journalistes et d'autres invités. Comment est-ce que c'est possible qu'un événement bien préparé a pu tourner au cauchemar et même la nourriture qu'ils ont préparée, ils n'ont même pas pu la manger parce que plus personne ne voulait rester là. Tout le monde était en insécurité, donc c'était vraiment la catastrophe totale.
Je pense que nous allons suivre l'image et puis nous allons revenir juste pour quelques commentaires. Il y avait donc deux endroits en fait dans cet hôtel. Il y avait la salle de bal où se déroulait le dîner, où il y avait le président des États-Unis et tous les invités. Moi j'étais à l'extérieur de cette salle de bal sur le tapis rouge, là où tous les invités sont arrivés un peu avant, et c'est là que nous avons entendu des détonations. Au début on n'a pas vraiment réalisé les deux premiers coups, on n'a pas vraiment réalisé ce qui se passait, et puis on a très vite compris que c'était probablement des coups de feu. Et puis il y a beaucoup de sécurité dans cet hôtel, y compris sur ce tapis rouge, et très vite on nous a hurlé de nous mettre à terre et qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés, et donc on nous a dit mettez-vous à terre, ne bougez plus. Ensuite j'ai entendu des membres des services secrets dire qu'un possible suspect avait été arrêté. Ensuite, j'ai entendu d'autres services, d'autres représentants des forces de l'ordre parler d'un corps dans l'entrée de l'hôtel, mais je ne peux pas confirmer, je n'ai rien vu de mes propres yeux. J'ai juste entendu ces détonations et ensuite entendu ce que se disaient les représentants des forces de l'ordre au sein de ce tapis rouge qui est à l'extérieur, encore une fois, de la salle de bal où le président se trouvait. On nous a laissé par terre pendant quelques temps, et puis on nous a dit maintenant vous sortez tous, et donc ils ont commencé à évacuer. On a vu aussi des membres de l'administration Trump être évacués par une autre sortie avec leur service de sécurité. Donc pour l'instant pas beaucoup d'informations. J'ai été décalée de l'hôtel à quelques blocs de l'hôtel par les services secrets, donc vous voyez quand même à plusieurs blocs il y a énormément de présence policière. Juste pour vous donner une idée de comment se déroulait ce dîner, les gens sont quand même fouillés à l'entrée de la salle de bal. En revanche, pour rentrer là où j'étais sur le tapis rouge, on était non seulement fouillés, non seulement un sac fouillé, mais aussi des chiens qui venaient renifler un peu tout le matériel. Donc beaucoup de sécurité. Donc la question maintenant se pose, comment cette personne a pu rentrer, cette ou ces personnes, parce qu'à l'heure où on se parle, on n'a pas énormément d'informations sur combien de suspects et ce qu'il en est vraiment sur les possibles victimes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est triste à voir. C'est triste de savoir qu'en réalité, les pays qui se disent le plus sécurisés, les pays qui se disent en réalité, nous on a énormément de sécurité, mais on voit comment est-ce que, en réalité, c'est la panique. Et nous allons demander à la régie, pendant que nous sommes en train de parler, vous allez voir que pendant qu'on fait sortir, je veux dire, le vice-président d'Amérique, on l'a fait sortir directement, parce qu'il est assez jeune, hein, et le président des États-Unis, Donald Trump, a voulu faire un peu le vieux dur en restant à table. Mais à un certain moment, la sécurité a dit non, monsieur, vous devez absolument partir. On lui a enlevé de sa chaise. Au moment de partir, monsieur Trump s'est écroulé. Il n'arrivait plus à marcher. Il avait peur, il n'avait plus de force, il avait la panique, ou monsieur Trump voulait absolument mourir sur scène pour avoir encore un peu plus de succès. On ne le sait pas. Mais le président Trump n'a pas pu marcher pour aller jusqu'à la porte. On a dû encore le relever, le tenir pour le sortir de là, parce qu'en réalité, c'était un danger. Parce que sinon, on risquait de tuer le président américain. On a entendu que l'assaillant a été maîtrisé. Tout a été maîtrisé. Mais vous voyez l'image, comment est-ce que le président américain s'est écroulé? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait peur parce qu'en réalité, quand il est rentré, il était en forme. Il était vraiment en forme. Mais comment ça se fait qu'en sortant, c'est comme si une personne qui a eu peur, une personne qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait, et qui s'est écroulée directement comme ça. Mesdames et messieurs, l'affaire à suivre. On va suivre après avec d'autres éléments dans les jours à venir. On ne va pas cesser d'en parler. À chaque fois qu'il y a une actualité, bien sûr, on va en parler pour pouvoir vous montrer qu'en réalité, vous voyez en télévision à l'œil surtout. On veut juste vous montrer comment est-ce que la grande puissance est en train de s'écrouler. C'est le but de l'émission d'aujourd'hui. Comment est-ce que la grande puissance est en train de s'écrouler? Donc voilà, nous allons passer sur le dossier la tentative d'assassinat du président Donald Trump. Nous passons directement à un autre sujet.
Mais bien sûr, c'est l'actualité pour le moment. Le détroit d'Ormuz. Il y a eu un accalmie pour le moment. Ils sont en train de discuter. Les États-Unis discutent avec l'Iran pour trouver un cessez-le-feu, un semblant de cessez-le-feu pendant quelques jours. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a des pourparlers, les États-Unis vont à la table de négociation, mais les Iraniens ne veulent pas venir. À un certain moment, les Iraniens vont venir, mais les États-Unis ne veulent pas venir. Mais quand ils se rencontrent, en réalité, les Iraniens veulent absolument imposer aux États-Unis ce que les Iraniens veulent pour le bien-être, pour cesser le feu ou pour arrêter la guerre. Il faut absolument respecter le programme de l'enrichissement uranium iranien. Eh oui, ils ont dit on peut tout dire, on peut tout faire, mais pour un cessez-le-feu, il faut nous laisser tranquilles par rapport à leur projet de l'enrichissement uranium dans leur pays. Ils ont le droit et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur indépendance, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire dans leur pays. Donc on les laisse tranquilles. Vous imaginez. Mais les États-Unis ne veulent pas. Au contraire, c'est justement le point où les États-Unis ne veulent absolument pas laisser la chance aux Iraniens. Et bien sûr, pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, est toujours fermé. Pas de bateaux, pas d'entrée, pas de sortie. Et pas de passage. Et il y a même des mines kamikazes, sous-marines. Vous imaginez, donc à chaque fois qu'il y a un bateau qui va passer, s'il n'est pas signalé par les Iraniens, donc automatiquement, il y aura des mines et directement, ce bateau va exploser. Donc vous imaginez l'ampleur du problème. Vous imaginez l'ampleur du problème. Donc automatiquement, le détroit d'Ormuz est bloqué, mais les pays limitrophes, les pays voisins, doivent absolument acheminer ou exporter leur pétrole. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc automatiquement, c'est une crise un peu mondiale, parce qu'en réalité, en Occident, c'est le coût qui augmente. C'est les litres qui augmentent. C'est le carburant, le prix du carburant qui augmente en réalité. Il y a une augmentation d'achat. Le pouvoir d'achat est très faible, mais il y a une augmentation dans les prix d'achat. Mesdames et messieurs, ça devient un problème très sérieux auquel les dirigeants de l'Occident sont en train fermement de condamner Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'il s'est investi dans cette guerre? Il n'aurait pas dû s'investir dans cette guerre en réalité. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Nous allons suivre, mais pour éviter, pour chercher un fisc, comment est-ce qu'on peut faire, on peut exporter le pétrole vers d'autres pays. Mais voilà, des pays qui ont du pétrole à vendre sont en train de trouver des moyens. Comment est-ce qu'on va faire sortir le pétrole? Nous mettons l'image juste à la régie pour vous montrer comment est-ce que c'est la souffrance au niveau de tous les pays de pouvoir acheminer ou exporter leur pétrole vers d'autres pays qui en veulent absolument, qui en ont besoin pour le moment. Place à la régie et puis on revient juste après pour un peu de commentaires et passer justement à un sujet où on va mettre point à notre émission. Place à la régie. À travers l'Irak et la Syrie, d'interminables files de camions-citernes. Il y en a des milliers, pleins à ras-bord de pétrole irakien. Pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, voici la nouvelle route au cœur du Moyen-Orient. 12 jours d'un voyage éreintant dans la chaleur, comme nous le confie ce camionneur irakien joint cet après-midi. C'est vraiment dur, on n'a nulle part où dormir, pas d'hôtel, même pas de parking où s'arrêter. Depuis 2 mois, la crise du détroit d'Ormuz ébranle le commerce mondial et fragilise plus encore les pays de la région. L'Irak notamment, dont l'économie dépend à 90% du pétrole. Dans l'incapacité d'exporter par la mer les 4 millions de barils qu'elles produisent chaque jour, les compagnies irakiennes ont dû trouver dans l'urgence une autre route, terrestre cette fois-ci. Sur les réseaux sociaux, des chauffeurs irakiens montrent leur nouvelle feuille de route
cargaison pétrole, destination Syrie. D'après nos recherches, les convois chargent leur cargaison dans les champs de pétrole de Kirkouk au nord ou Bassora au sud. Les camions sont si nombreux qu'au poste frontière syrien d'Al-Tanf, l'attente peut durer des jours avant de rejoindre après 1200 km de périple le terminal pétrolier syrien de Banias, sur la Méditerranée. Une nouvelle route du pétrole synonyme pour la Syrie de contrats avantageux. Ici, en Syrie, on utilise une partie du pétrole irakien qui arrive pour nos propres besoins. Et le reste, on l'exporte. Justement, ce pétrolier, l'Asahi Princess, en route pour le port espagnol de Tarragone, est le premier à embarquer du pétrole irakien transporté par la route. Alors, ces milliers de camions-citernes qui traversent le Moyen-Orient peuvent-ils résoudre la crise du détroit d'Ormuz? Impossible, selon ce géographe. Il faut compter au minimum 10 000 camions pour remplir un tanker standard. Donc il faudrait des flux considérables, il faudrait un nombre de camions considérable que l'Irak et la Syrie n'ont manifestement pas. Pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, les pays exportateurs de pétrole de la région semblent être dans l'impasse. Les oléoducs, autres moyens de transport d'hydrocarbures, sont eux déjà utilisés à leur capacité maximale. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous remercions énormément mon frère, le technicien qui est derrière la caméra, Tatamba Lamansadila, pour le travail qu'il est en train d'effectuer. Et nous remercions énormément, bien sûr, l'équipe technique de WOM Télévision pour le travail abattu pour toutes les émissions, bien sûr, et pour vous offrir tous les services que vous êtes en train de voir sur WOM Télévision. Coup de chapeau aux techniciens de WOM Télévision, bien sûr, DT Kouakou, pourquoi pas chef de régie, Nensimba, nous vous remercions énormément. Mais bien sûr, voilà, on vient de découvrir que le détroit d'Ormuz est bloqué. Et, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain était en face du Congrès américain, qui est en train de fustiger, qui est en train de condamner les décisions prises par le président des États-Unis d'Amérique de pouvoir aller en guerre avec les Iraniens et être aux côtés d'Israël. Aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. C'est une question qui est en train de diviser les Américains. Et c'est une question qui est en train de diviser la classe politique américaine, que même dans le camp du président, il y a des doutes et on commence à lâcher les présidents de la République. Le président des États-Unis d'Amérique, bien sûr. Il y a même des membres de son camp qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que réellement, comme on vous l'avait dit, le président Trump est réellement normal? Ou le président Trump a un problème psychiatrique et était peut-être une malade mentale? Donc, ils sont en train de se poser des questions. Et voilà que le secrétaire d'État veut absolument défendre. On lui a même posé le budget, qui est énorme. Il y a des dépenses énormes. Énormes et énormes, je dis bien, pour cette guerre. Et bien sûr, qui n'a pas encore fini. Et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc bien sûr, nous allons suivre l'élément et nous allons revenir juste après pour pouvoir notamment faire quelques commentaires et puis nous allons boucler notre émission. Place à la régie et nous revenons juste après pour pouvoir notamment conclure notre émission. Les élus du Congrès et le chef du Pentagone. 5 heures de face-à-face qui tournent rapidement au règlement de compte. Nous n'avons pas encore reçu du Pentagone le coût de la guerre. Donc pour le compte-rendu, nous aimerions obtenir ces chiffres dès que possible. 25 milliards de dollars, c'est la première estimation officielle dévoilée ici par le Pentagone. Le prix d'une guerre critiqué dès son lancement par des élus de tous bords du Congrès qui déplorent de ne pas avoir été consultés. L'occasion ici pour l'opposition de fustiger une nouvelle fois le président Trump et son gouvernement et de faire monter le ton. Vous mentez au peuple américain au sujet de cette guerre depuis le premier jour, tout comme le président. Le président s'est embourbé, lui et l'Amérique, dans le bourbier d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Monsieur le député, c'est honteux de qualifier cette situation de bourbier après seulement 2 mois. C'est ignorer les efforts qui ont été entrepris, le succès sur le champ de bataille qui pourrait créer des opportunités stratégiques et le courage d'un président face à un Iran nucléaire. Et les élus de renchérir, accusant le secrétaire américain à la défense d'incompétence, pointant aussi l'embrasement du conflit dans la région du Moyen-Orient, les victimes militaires et civiles, mais aussi les conséquences sur le quotidien du peuple américain. Savez-vous combien cela coûtera aux Américains en termes d'augmentation du prix de l'essence et de l'alimentation au cours de l'année prochaine à cause de la guerre contre l'Iran? Une inflation qui a atteint des niveaux records et une guerre dont l'issue reste floue. Seule certitude pour l'heure, les négociations entre Washington et Téhéran qui sont au point mort. Voilà, mesdames et messieurs, on vous a dit que l'émission d'aujourd'hui est faite en fait pour vous montrer comment est-ce que les États-Unis d'Amérique est en parfaite chute libre. La chute des États-Unis d'Amérique est en train de se montrer, est en train de se dessiner. Et comme je peux vous le dire, dans les prochaines émissions, je vais vous dire que le 10 décembre 1997, Nelson Yantil l'avait prédit qu'il y aura un dirigeant noir qui va s'installer sur le trône des États-Unis d'Amérique. Mais après lui, tous les autres dirigeants qui vont venir, qui vont faire que la chute des États-Unis, et ils vont même diviser le peuple, et au pire, ils iront même à diviser les États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'on est en train de voir. Qu'en réalité, les États-Unis d'Amérique n'ont plus de dirigeants. Les États-Unis d'Amérique n'ont plus de dirigeants qui sont d'accord pour se mettre ensemble, pour pouvoir travailler. Donc voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie de Nelson Mandela Mfumukusu Kyamzalapa en Angola, qui nous a prédit. Même pour la 3e guerre mondiale, c'est la préparation de la 3e guerre mondiale. Ça sera la chute, qu'on le veuille ou pas. Pour les gens qui s'attachent énormément aux États-Unis d'Amérique, il faut savoir que c'est la fin. Il faut se dire la vérité, il faut croire. Comment est-ce que tu es vieux? Tu es dans l'incapacité. Est-ce que Roger Mila aujourd'hui peut se comparer à un joueur actuel qui joue actuellement, un joueur africain? Est-ce que aujourd'hui Samuel Eto'o peut se comparer à un joueur qui joue actuellement au Cameroun? Est-ce que Drogba peut se comparer à un joueur qui joue actuellement en Côte d'Ivoire? Même si à son époque il était bon. Mais en réalité, quand tu vieillis, il faut accepter que tu as vieilli. Il faut accepter. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr à la fin de notre émission. Les États-Unis d'Amérique, c'est la descente aux enfers petit à petit. Donc voilà pourquoi nous vous remercions, mesdames et messieurs, à travers l'émission Face B de l'Occident, parce qu'en réalité, c'est l'émission qui est là pour vous donner encore l'envie de pouvoir aimer l'Afrique. Nous vous remercions énormément pour tout et nous allons nous revoir à très bientôt pour d'autres numéros de Face B de l'Occident. Merci beaucoup et à très bientôt.